Ouais, ouais, puis Miko Kafat. Sans ignorer que c'est votre émission. S'il vous plaît, Président Jean-Marie, vous êtes déjà là. On est, on est en direct déjà. Voilà. C'est votre émission Duel. Sur ce plateau, comme annoncé, nous avons la présence de notre président. Je précise bien, de notre président Jean-Marie Kassamba. Il est président de l'UNPC. Également, il est président de l'espace à Télé 50, la télévision qui a fait à ce que la RDC puisse se vendre également sur le plan national et international. Le président Jean-Marie a amené les innovations. Il est là avec nous. Président Jean-Marie Kassamba, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Il a plu ce matin à Kinshasa. Ah oui. Bizarrement, on est pendant la saison sèche. Et avec peut-être le dérèglement, changement climatique, pendant les saisons sèches, au moins fin juin, il pleut à Kinshasa. C'est terrible. C'est un événement. Mais il fait frais, c'est bon. Voilà, président Jean-Marie, c'est vrai, on avait annoncé le débat d'aujourd'hui, duel, avec l'ancien ministre, l'ancien vice-ministre de la Justice, maître Bernard Takaïche. Il vient de vous appeler, il vous a donné ses raisons, espérant qu'il n'a pas fui le débat, parce que ce qui était important, c'était plutôt d'analyser pour l'avancement de la République. Bon, en général, moi, je ne débatte pas avec les politiques. Moi, en tant que d'abord président de l'INPC, en tant que journaliste, je ne peux que faire des analyses sur la situation qui prévaut dans notre pays, mais en Afrique et dans le monde, pour que ceux qui se décident le fassent en âme et conscience, et surtout en tenant compte de paramètres qui sont applicables partout. Et donc, je ne pense pas que le conseiller, l'ancien ministre, a fui le débat. Il a des soucis, on va dire, de famille. Une fois que tout ceci va se calmer, il pourra être de nôtres pour partager, en tout cas, les débats au niveau de notre République. Vous savez, sous d'autres cieux, on consulte les journalistes, on écoute leurs analyses, on suit parfois leurs observations pour mieux conduire la prise de décision. Chez nous, très souvent, on ne le fait pas et c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de maladresse. Voilà, avec vous aujourd'hui, heureusement, vous ne serez pas seul. L'IDPS a délégué quelqu'un qui s'appelle Monsieur Norbert Yamba. Qui n'est pas encore là. Il va venir dans quelques minutes, mais cela ne nous empêche pas de commencer cette émission avec vous. La thématique était déjà annoncée. Nous allons parler de l'actuel président de la Cour constitutionnelle. La classe politique se pose des questions. Il est là. Est-ce qu'il va rassurer les élections apaisées en 2023? La classe politique est divisée par rapport à cette question. Vous allez tenter à nous donner vos analyses par rapport à cette question également. La deuxième thématique, l'adon de Lumumba. Le gouvernement a fait des sommiers. On parle de la diplomatie agissante du chef de l'État. Que gagne la RDC par rapport à cette don? Est-ce qu'il faut se limiter là ou il faut encore demander autre chose à la Belgique et aussi conclave de 7 pays membres de l'Afrique de l'Est. On n'en parle à la RDC là. Il y a ceux qui pensent que le chef de l'État a signé les accords qui mettent les pays en danger. C'est avec vous, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions très questionnantes. Alors, monsieur Jean-Marie Kassamba, la première question déjà, vous avez suivi ensemble avec nous le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Pour vous, dans 3 ans, on a changé d'eux. C'est sérieux? Alors, il ne faut pas poser la question en termes de sérieux. Il faut poser la question, est-ce que la procédure a été respectée dès les débuts? Moi, j'ai fait une grande émission avec d'abord Délice Sanga, qui était un grand député et juriste également de notre pays. Et j'ai fait une contre-émission avec Taylor Lubanga, qui est en même temps un grand juriste, mais aussi conseiller du président de la République. Je ne peux que donner un point de vue en tant que professionnel des médias et observateur de la situation. Il s'est fait que dans notre pays, beaucoup de choses fonctionnent hors normes. Beaucoup de choses se font sans respecter le paradigme, ou si vous voulez bien la rigueur de ce qui doit être fait. Et les conséquences de tout cela fait que, a posteriori, les gens n'ont plus de repères pour faire des choses. Parce qu'en matière de droit, d'abord c'est étudié à l'université, c'est étudié dans toutes les structures ad hoc. Le droit respecte un certain nombre de critériums. On ne peut pas politiser le droit.
À partir du moment où le droit devient politique, autrement dit, on prend des décisions de droit pour servir les ambitions politiques, pour conditionner les choses dans un pays aussi fragile que les nôtres, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est sérieux? Moi, je ne sais pas qualifier ce qui peut être sérieux, ce qui ne l'est pas. Tout ce que je peux dire est que il n'appartient pas au président de la Cour constitutionnelle de rassurer les uns les autres. Le président de la Cour constitutionnelle, il est celui qui interprète la Constitution. La Constitution. Or, la Constitution s'applique à tout le monde. À partir du moment où celui qui est censé interpréter la constitutionnalité des choses lui-même pose problème, eh bien les acteurs, ils vont en même temps se poser des questions sur la régularité de ce qu'on veut faire. Et donc, le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas lui qui organise les élections. Le président de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas lui qui proclame les résultats. Celui qui proclame les résultats, c'est la CENI. Et le président de la Cour constitutionnelle ne peut que constater la constitutionnalité du processus électoral et confirmer les résultats qui ont été publiés par la CENI, qui est la machine qui organise les élections. Mais chez nous, il y a déjà problème. Parce que le remplacement de celui qui avait démissionné, qui est mort d'ailleurs malheureusement, avait posé problème. Celui-là est arrivé, il a essayé en quelque sorte, je mets entre guillemets... Dieudonné Kalouba. Oui, de s'émanciper de ce qu'on lui reprochait autrefois. Autrement dit, un grand professeur d'université, un grand juriste, etc. Eh bien, ça fait que lui aussi, il a aussi indexé. Et enfin, celui qui vient d'être mis en place, sur base de 3 qui ont été remplacés, le processus de désignation, cette fois-ci d'élection du nouveau président, ça c'est une machine interne à la Cour constitutionnelle. Et donc, moi je pense que si on veut avoir des structures, des organes dans notre pays qui soient crédibles, il faut laisser la justice fonctionner d'une manière indépendante, ce qui n'est pas le cas. Voilà, mais ce qui n'est pas le cas, mais ne pressons jamais rien, vous êtes sans ignorer un peu partout dans le monde. Prenons l'exemple des États-Unis, il y avait un débat autour de la juge qui devait occuper la haute cour. Est-ce, pensez-vous, que toujours à la Cour constitutionnelle, c'est un poste politique, c'est lui qui est censé être le président, il faut qu'il soit désigné par le politique? Non, le processus, il est simple. Il y a ceux qui viennent de la présidence de la République, ceux qui viennent du Parlement, ceux qui viennent de la haute magistrature. Mais une fois que ces gens-là sont installés, ils deviennent indépendants, inamovibles. Et ils doivent être bougés sur base d'un processus autonome interne à la Cour constitutionnelle. Ça ne doit pas être fait d'une manière, on va dire, calculée. Parce que, en réalité, personne n'appartient à personne. Or, chez nous, on donne l'impression qu'on peut avoir sa Cour constitutionnelle, son armée, sa presse, ses gens, pour être rassurés de la suite des choses. Mais dans beaucoup de pays où il s'est posé ce genre de problèmes, il s'est fait remarquer que rares sont ceux qui ont eu ce qu'on appelle la loyauté indiscutable. Et donc, moi, je ne pense pas que le plus important est d'avoir le président de la Cour constitutionnelle à sa cause. Le plus important est de rassurer les institutions de la République. Les institutions de la République méritent des hommes d'État, pas des hommes d'appareil. Voilà, président Jean-Marie Kassamba, il y a quelqu'un qui m'avait également dit pourquoi la Cour constitutionnelle doit être toujours politisée. C'est parce que Mende même avait donné l'exemple, vous êtes sans ignorer, il y avait un audio de Mende qui parlait de leur Cour constitutionnelle, nos juges. Non, ça ce sont des interprétations, on va dire, partisanes, et parfois même de la petite semaine. Quand on est républicain, on ne dit pas c'est ma Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle n'appartient à personne. Si c'était la Cour constitutionnelle de Mende, comme vous le dites,
eh bien, elle a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Monsieur Yamba peut faire son entrée, ce n'est pas un problème. Malgré qu'il est venu en retard, il est déjà là. Voilà, évoluez, président Jean-Marie Kassamba. Oui, non, je disais que la faiblesse que nous avons, nous les Congolais, c'est qu'on ne fait pas des analyses républicaines, des analyses qui tiennent compte de l'appartenance à une nation, de l'appartenance à une république. La République n'a pas de couleur. La République a ces citoyens qui sont égaux devant la loi et qui répondent aux prérogatives et en même temps qui ont un critérium qui tient la route. Voilà, merci. Nous avons la présence de M. Norbert Yamba qui est là, il est de l'UDPS, un panafricaniste, un esprit, un ancien de la société civile, M. Norbert Yamba. Avec président Jean-Marie Kassamba, on avait déjà commencé la première thématique sur le nouveau président de la Cour constitutionnelle. La deuxième, on va parler de reliques de Lumumba. Et troisième question, c'est lié aux 7 pays membres de l'Afrique de l'Est. Donc, la RDC, apparemment, on a signé notre accord pour qu'il y ait une armée régionale pour essayer un peu de défendre notre Est. Mais la première question reste sur la Cour constitutionnelle. Vous êtes du pouvoir, on vous taxe, vous, l'UDPS, d'avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle. Est-ce le cas? Je voudrais d'abord saluer la présence de Jean-Marie Kassamba. Je n'étais pas disposé de venir, mais quand j'ai appris que c'était lui, etc., je me suis empressé, d'abord pour le voir, éventuellement lui présenter mes civilités. Et je voudrais également corriger ce que tu venais de dire. Je ne suis pas arrivé en retard parce que vous m'avez informé en retard. Pas de problème. Pas que je vienne dans le... Merci. Voilà. Okay. À la question que vous posez... c'est de savoir, on taxe, je ne sais pas... L'UDPS, le régime, d'avoir la même mise sur la justice, et particulièrement à la Cour constitutionnelle. Dans 3 ans, vous avez déjà changé d'eux. Bon, vous savez, il faut à un moment donné qu'on puisse grandir. Il faut vraiment grandir parce que les débat tel qui se fait dans notre pays, c'est un débat qui ne va pas, vraiment pas nous amener quelque part. La Cour constitutionnelle, je l'ai entendu, c'était Jean-Marie qui disait que c'est une cour, c'est une institution de la République. En tant qu'institution de la République, elle est impersonnelle. Et puis, il faut savoir quel est l'arrangement institutionnel mis en place par rapport au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les gens sont désignés en fonction de leur compartiment. C'est qu'on a mis en place un système de surveillance mutuelle. Alors, pourquoi on dira finalement que cette cour appartient à tel ou à tel. Non, il faut grandir. Notre pays a beaucoup souffert à cause de ce manque d'intelligence émotionnelle. Il faut dire qu'on y mette un peu plus d'intelligence, on y mette un peu moins d'émotions toxiques et que l'on donne la possibilité à chaque institution d'affirmer son leadership. À ce moment-là, on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Mais alors maintenant, lorsqu'on veut compartimenter tout dans une politisation politicienne, à ce moment-là, on n'ira nulle part. Et le pays va continuer à en pâtir. Et vous avez la responsabilité en tant que journaliste de donner les informations qu'il faut, etc., de façonner l'opinion, encore que les partis politiques ne puissent pas échapper à cette responsabilité. Et tout cela faisant combine, va permettre à ce que le pays fonctionne de manière beaucoup plus rationnelle, de manière utile, et on verra la société avancer. Mais sinon, on reste dans des querelles byzantines, on va faire ceci, on va faire cela, chacun joue sa partition en termes de ses propres intérêts. On ne va pas avancer. Et moi, je n'attends pas avoir mené ces combats pendant plusieurs années, etc., pour voir le Congo rester à la case départ et jouer le rôle d'animalité zéro. Ce n'est pas correct. Voilà ce que je peux vous donner. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous éviter les spectacles désolants après la publication des élections qui est toujours de mort? Est-ce que c'est le problème de la justice, c'est la Cour ou c'est les politiques? Écoutez, je dois d'abord saluer la présence de Norbert Yamba, que je connais depuis plus de 15 ans maintenant. Un intellectuel affirmé, un politique, il est devenu opérationnel aujourd'hui, il était un membre de la société civile très avisé. Ça fait partie de la crème de l'élite congolaise qui n'est pas souvent écoutée ou utilisée. Et c'est bien dommage. Moi, j'ai eu à partager les plateaux avec Norbert Yamba. J'ai même
je l'ai fait inviter dans mes médias, etc. Ces analyses sont d'une pertinence telle que si elles sont appliquées, ça ne peut que faire avancer les choses. Malheureusement, nous avons dans notre pays la pratique minimaliste du populisme, des calculs, on peut dire, un peu partisans de la petite semaine, et on n'utilise pas les vraies ressources humaines pour avancer. Le cas, vous le dites aujourd'hui, vous le présentez de l'UDPS. Je fais une petite parenthèse. L'UDPS a beaucoup de matière grise. L'UDPS des années 80, 90, des grands professeurs d'université, des grands analystes, des grands juristes, des grandes personnalités, a laissé place à une certaine UDPS de l'émotion. Et ceux qui étaient dans l'émotion ont maintenant écarté d'une manière, on va dire, stratégique, ceux qui peuvent apporter de la matière, du contenu et des options fondamentales. Regardez les dernières options pour les gouverneurs des provinces. Et je pense qu'il en faisait partie. Il était candidat gouverneur. Comment expliquer Ce n'est pas du débat. Je fais une observation. Okay. Comment expliquer que les candidats à bouteille, enfin on le dit comme ça nous, c'est un peu recherché. Les candidats à bouteille, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont du background n'ont pas été ceux qui ont gagné. Alors, vous me parlez de la Cour constitutionnelle. En réalité, la Cour constitutionnelle n'appartient à personne. Elle appartient à l'État congolais. C'est une des institutions de l'État congolais. Mais chaque président de l'Afrique fait de la Cour constitutionnelle, ça court à lui. Non, je vous dis, c'est une faute d'appréciation, c'est une erreur, on va dire, tactique, pensant que je peux avoir ma cour à moi, et même si je perds les élections, ma cour à moi va me proclamer... Va me sauver. Non. Pourquoi? Parce que au sein de cette cour, il y a des professionnels des droits. Il faut compter avec l'opinion publique. Il faut compter des acteurs, même à la CENI. La plénière est constituée de tous les partis politiques, pour ne pas dire la société civile y compris. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Quand on dit bulletin de vote par bulletin de vote, si vous voulez, par bureau, ça veut dire qu'on a besoin de la matière. Imaginez, les résultats de la CENI sont tout autres. Et que la Cour constitutionnelle proclame, c'est X qui a gagné. Les contentieux commencent par là. Et on risque de balayer même, y compris la Cour constitutionnelle, par l'opinion, par ce qu'on appelle l'article 64. Et donc, moi je pense que pour l'apaisement de tous, pour l'éducation et l'encadrement de tous, il faut commencer à expliquer à l'opinion que ce que nous voulons de notre pays, c'est un pays, un État des droits. Par État des droits, on entend le respect des textes, le respect des institutions. Quand on dit dans la Cour constitutionnelle, il y a une partie qui vient du Parlement, une partie qui vient du président de la République, une partie de la haute magistrature, il faut le respecter. En termes de critérium, parce que le scénario que nous avons vécu entre Mbosso et Bahati, écoutez, ça n'honore pas la République. On ne peut pas expliquer au président de la République, il faut absolument qu'on envoie là-bas quelqu'un de nôtre. Mais personne n'appartient à personne. Excusez-moi du peu. Les gens changent. C'est notre quota. Autrefois, Joseph Kabila avait tous ces beaux mondes, FCC. Et Dieu sait qu'en tant qu'observateur, j'ai été un peu dans l'antichambre pour regarder comment tous ces gens présentaient les Salamalek, qui étaient là, alignés à la Kelele pour présenter à leur autorité morale l'indéfectible attachement. Vous avez vu le spectacle? Désolant. Mobutu a vécu la même chose. Chité. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont pro Félix Tshisekedi, et que quand ils vont sentir que le vent tourne, qu'ils vont lui présenter le même attachement indéfectible. Donc, les nouveaux débauchés. Non, ça ne sera pas débauché, ce sera le fonctionnement, on va dire, le plus aléatoire, endémique de la classe politique congolaise, qui est, excusez-moi du peu,
Très médiocre. Merci. Ce n'est pas pour rien que j'ai invité les têtes pensantes de la République afin que nous puissions réfléchir pays. Mais M. Norbert Yamba, c'est un problème du système politique que nous avons en Afrique qui nous pose des problèmes, ou soit il faut abandonner les systèmes de la démocratie, ou soit embrasser notre système. Apparemment, il y a certains pays qui émergent, qui évoluent. Il n'y a pas la démocratie là-bas. Ah oui. La démocratie. La démocratie. Il y a des notions, en fait, qui sont devenues fondamentalement universelles par la volonté de certaines personnes ou de groupes de personnes, notamment l'Occident, dans une approche eurocentrique, etc. Ce n'est pas les débats, etc., mais qui a mis en place son système politique, qu'il a expérimenté, certes, qui a donné des performances sur lui, mais il a cru pouvoir universaliser cela. On en a tenté un peu presque partout. Il me semble que lorsque un système vient et ne se greffe pas sur l'identité locale ou le patrimoine culturel local, etc., ce système ne réussit pas. On ne peut pas substituer un savoir d'un peuple par un autre savoir. Sinon, on liquide ce peuple. Et voilà, nous avons importé la démocratie, qui du reste relève de la culture fondamentalement occidentale, avec une approche à rentabilité instante. Et voilà le résultat. Voilà le résultat où vous avez des hommes et des femmes de haut niveau, présumés haut niveau finalement, qui offrent un scandale malheureux. Je ne voudrais pas emprunter le terme de Jean-Marie Kassamba qui disait que c'est une élite fondamentalement médiocre. Il n'est pas le seul à le constater, ça c'est évident. Parce qu'un spectacle comme ça, dans des institutions présumées moralement outillées, ça s'est posé vraiment des questions. Mais je dis, si cette classe politique est médiocre, finalement, c'est que l'avenir de notre société, de notre peuple est compromis. Ça, c'est un problème réel. Et ce sont ces débats-là qui auraient pu véritablement faire fureur. Il me semble que ces débats-là sont écartés à la merci de débats des individus, etc. On ne pose pas des questions questionnantes sur un certain nombre de choses qui peuvent débloquer la République. Alors, moi je crois aujourd'hui, le défi est grand. Il va falloir que nous puissions réfléchir sur ce qui peut nous aider à avancer. Les Chinois n'ont pas imité la démocratie occidentale. Ils ont inventé leur propre système de gouvernance. Mutantis, même pour l'Inde, tous les tigres asiatiques comme les dragons asiatiques aujourd'hui, etc., ont fait des grandes performances à cause véritablement des alternatives qui sont mises en place. Le grand problème pour nous, c'est que nous aimons bien l'alternance sans alternative. Les gens ont tendance à dire, mais nous venons, nous devons prendre le pouvoir. Mais on présente quoi qui puisse changer avec la situation antérieure pour permettre à ce que la société puisse avancer. Cette question-là, elle n'est toujours pas posée. Et vous allez voir des groupuscules politiques, etc. Chaque groupe voudrait véritablement accéder au pouvoir. Il faut l'alternance. C'est ça la démocratie. Oui, la démocratie. Alors vous apportez quoi? Qu'est-ce qui va changer? Vous donnez quel timing? Pour avoir quel résultat? Et ces débats-là ne sont pas opérationnels à la télé, mais encore dans les groupes de partis politiques, etc. Et ça, c'est un danger public. Si, effectivement, le constat général, la classe politique est médiocre, et l'avenir de notre peuple. L'avenir de notre peuple. Jean-Marie, vous savez, déjà en 2000, une étude a été faite. J'en ai participé avec le PNUD. Il a été révélé que le Congo, à l'époque, en 2000, était fondamentalement dégradé. Et que, à la comparaison avec la situation de 1960, la dégradation était telle que, pour reprendre la situation de 1960, où nous étions un pays en revenu intermédiaire, il fallait faire 75 ans. Cette étude a été certifiée 75 ans. Mais alors, pour revenir à la situation de 60, il faut changer les attitudes, il faut changer le comportement, il faut changer le système politique, il faut changer le système spirituel, éducatif, compagnie, etc. Si la situation de 2000 était catastrophique, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la situation a évolué de manière négative. Alors maintenant, on va faire combien d'années? Dès lors que les comportements, les attitudes,
notre manière de faire les choses, l'état d'esprit n'a pas changé. Et ça, c'est grave. Alors, moi, je pense que, sincèrement, et c'est là que j'ai trouvé la nécessité de venir, parce que Jean-Marie, c'est un professionnel, mais doublé d'intellectualisme. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, surtout vous qui avez des médias, etc., qu'on commence déjà, comme vous le faites, hein, coup de chapeau, Jean-Marie, avec ce que vous faites avec les provinces, etc. Vous mettez les gens devant les responsabilités. Moi, je coup de chapeau au moins quelqu'un qui a une torche qui sait éclairer l'avenir. Mais aujourd'hui, sincèrement, est-ce que nous discutons vraiment de nos problèmes? Est-ce que nous discutons vraiment des offres des hommes politiques? Est-ce que nous discutons sur l'horizon politique? Après combien de temps nous allons changer? Chacun veut avoir un poste? Oui, il faut avoir un poste. Merci. Alors, on se neutralise mutuellement, et puis bon, voilà, on oublie le peuple. Merci. Monsieur Jean-Marie Kassamba, avant de passer à un autre sujet, mais j'avais suivi une vidéo ce matin où j'ai vu l'ancien président Joseph Kabila devant la presse qui disait, bon, entre les développements et les élections, lui préférait plutôt le développement. Apparemment, chaque président qui arrive avec son groupe, il cherche comment avoir l'argent pour préparer les élections de 2023, 2022, 2030. Mais apparemment, les développements, ce n'est pas le problème des présidents africains. Est-ce Joseph Kabila avait raison? Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, la première puissance économique du monde, c'est quel pays? C'est la Chine. La deuxième puissance économique, c'est les États-Unis. Est-ce que vous allez me dire que la démocratie à l'occidental, avec la contradiction et les débats à foison, est l'apanage des Chinois? Est-ce qu'aux États-Unis, avec plus de 3 millions de prisonniers, dont la majorité sont des Noirs, avec autant d'injustices, jusqu'à voir ce qui s'est passé au niveau du Capitole, est-ce vraiment une démocratie en termes de la voix du peuple par le peuple? Vous prenez la Turquie ou d'autres pays. Erdogan. Eh bien, le développement, c'est ça le bien-être. Manger 3 fois, comme disait Mao. Les infrastructures pour la population. Le socialisme, comme disait la révolution bolchevique. Nous avons mal copié. Okay. On copie très mal la notion des démocraties. Notre modèle, c'est la France, selon plusieurs sources. Pas forcément la France. Est-ce que la France, c'est la démocratie? En ce moment, la France a supprimé des médias russes parce que pour elle, ces médias font l'apanage de la Russie et de la toute-puissance Russie en Ukraine. Sputnik, Russia Today. Si vous regardez les médias français en ce moment, il n'y a aucun débat contradictoire sur ce qui se passe en Ukraine. Donc, il n'y a pas la démocratie. La démocratie, en réalité, c'est un idéal qui n'existe pas. Chacun essaie de s'adapter ou de prendre l'option qui l'intéresse. Est-ce qu'en Israël, il y a la démocratie? Quand vous regardez l'injustice que subissent les Palestiniens chaque jour. Alors, si la démocratie, ce n'est pas l'option idéale, qu'est-ce qu'il faudra alors que les Pour Africains revenir dans notre pays, nous, Africains, nous avons eu des empires, des royaumes. Notre société avait des valeurs. Et ces valeurs, le respect du chef, l'écoute, le partage, l'arbre à palabre. Les gens même mutualisaient pour faire des champs, pour partager la récolte. Et ça fonctionnait. Il y avait même de la diplomatie entre les régimes et les empires. Qui s'échangeaient des émissaires, etc. Ça fonctionnait. Donc il n'y a rien de nouveau Rien du tout. Bien au contraire, on a empiré la situation. Au moment où on fait cette émission ici, au Rwanda, il y a plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, y compris le Premier ministre britannique et le prince Charles. Est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie? La majorité Hutu est brimée par rapport à la minorité Tutsi. Le Rwanda est dans une
perspective de prédation dans notre pays. On nous importe même des terroristes via la Grande-Bretagne. Vous vous souvenez, la Grande-Bretagne exporte cela vers le Rwanda pour les immigrés, déstabiliser vous les notre appelez pays. terroristes. Excusez-moi du peu, le Rwanda n'a pas de territoire. D'abord, ils cherchent eux-mêmes déjà à trouver un endroit pour vivre. Ils ne vont pas engranger chez eux des milliers de gens qui vont habiter où, qui vont faire quoi? Les plaines sont les massifs chez nous, les terres sont chez nous et les richesses sont chez nous. C'est tout simplement pour renforcer des gens qui pourront être utilisés au moment opportun pour déstabiliser la RDC ou cette culture du remplacement. Tout simplement ça. Et je ferme la parenthèse. Pour vous dire quoi? Joseph Kabila avait raison. Ok. Est-ce qu'on peut être un pays, nous, Congo, tous les 5 ans, on mobilise quelque chose comme 1,5 milliard de dollars pour faire un processus dont personne n'a confiance en personne. Un processus qui, une fois qu'il y a remise et reprise, c'est qui arrive non pour préoccupation que de préparer les futurs rendez-vous. C'est-à-dire, on se focalise sur le processus électoral au détriment du développement, du social. On oublie etc. l'essentiel. Et On lutte pour les positionnements. mais bien évidemment, et tous les coups sont permis. Je vais neutraliser X, neutraliser Y, pour qu'il ne soit pas mon challenger. Je vais capitaliser les chances de mon côté. D'où les débats d'aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas seulement la Cour constitutionnelle. Il y a le Parlement, il y a la territoriale, etc. Moi, j'ai écouté et avec beaucoup d'attention et surtout, j'acquiesce ce qu'a dit Norbert Yamba. L'alternative par rapport à l'alternance. Voici la crème de l'UDPS qui devait se retrouver dans ce qu'on appelle les task force de réflexion sur l'offre politique. Comment l'UDPS peut aider le président de la République pour qu'il ait un bilan sur papier, pas idéologiquement, pas émotionnellement. C'est-à-dire quoi? Analyser l'existant. Joseph Kabila avait fait quoi qui a fonctionné? On bonifie, on continue. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On apporte des modifications pour faire autre chose, c'est ce que Kabila avait fait. Pas seulement proposer des solutions à l'emporte-pièce, règlement des comptes par rapport à ce qui était là, brimer ceux qui peuvent constituer un danger et faire du triomphalisme inutile. Aujourd'hui, tout nous rattrape. Pourquoi? Les options qui ont été levées sur le plan juridique, que ce soit au niveau du Parlement, ça ne produit aucun résultat. Les options qui ont été levées sur le plan diplomatique aujourd'hui, aucun résultat, y compris sur le plan sécuritaire. Et qui est le responsable aujourd'hui? C'est le président de la République tout seul. Tous ces gens qui lui ont fait prendre des décisions, et je vais terminer, s'il vous plaît, qui lui ont fait prendre des décisions dans ce sens-là, ils vont disparaître. Regardez même au niveau des militants. On a fait croire à nos jeunes gens, on les appelle comment? Parlementaires debout, qu'ils étaient immunisés, qu'ils pouvaient insulter, qu'ils pouvaient parler, qu'ils pouvaient C'était l'air tout. Oui. Mais pas leur expliquer qu'il y a l'état des droits, qu'il y a aussi le risque de certains dérapages. Aujourd'hui, comme il y a le rapport de force, nos fameux Rwandais, qui travaillent dans leur lobbying, dans les ambassades, un peu partout, quand on a vu un de ces groupes, ou certains groupes, on appelle Jules Mounier, etc., commencer à s'invectiver, ou plutôt épingler des gens, pression sur le président, pression sur le gouvernement, pression sur les services de sécurité. On est allé maintenant arrêter ces jeunes gens. On le fait maintenant dans la capitale parce qu'ils ne doivent pas se réunir. Qu'est-ce que ça donne comme impression? Je chute, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça donne pour l'impression? Ces jeunes gens qui se prenaient pour les immuniser, les gens qui pensaient qu'ils étaient intouchables, ils voient certains de leurs arrêtés. On les pousse à dire, ah, finalement, on n'est pas immunisé. Plus confiance dans ce qu'il a raconté des histoires. Et ceux qui étaient en face, qui étaient eux, insultés, brimés, etc., qui voient, ah finalement, mais on commence aussi à faire ces histoires-là pour eux. Donc ça veut dire qu'on le faisait à nous parce que nous, on était faibles et on voulait appliquer la démocratie. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Merci. L'alternative, c'est l'amélioration de ce qui n'a pas été bon.
Merci. Et aussi longtemps qu'on ne réfléchit pas de cette manière-là, eh bien, on va tourner en rond. Merci. Vous avez compris avec moi que j'ai invité les têtes bien faites de la République, M. Norbert Mbemba. On passe à la deuxième thématique, mais s'il y a des arriérés, vous pouvez le payer. Mais on note que Félix Tshisekedi est en train de se battre, mais il y a un point où il semble échouer, parce que je l'ai suivi. Il avait dit, s'il termine son mandat, il n'arrive pas à donner la paix à l'Est, donc il a échoué. Récemment, il y a eu conclave de pays membres de l'Est de l'Afrique. Il y a eu l'Ouganda, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Sud-Soudan et autres. Pensez-vous que si on a cette armée régionale, ça serait une solution pour l'Est, ou selon certaines personnes avérées qui pensent que Félix Tshisekedi s'est laissé dans un piège terrible? Merci beaucoup, merci, vraiment merci. J'ai toujours suivi Jean-Marie, j'ai toujours aimé cette prestation, mais là, je sens une évolution très positive en termes de maîtrise de l'émotion, des sentiments et la clarté par rapport à ce que le pays doit faire pour sortir véritablement de sa situation difficile. Et la question que vous posez, celle de savoir est-ce que Joseph Kabila avait raison ou pas sur développement, élection, etc. Si nous étions dans un système d'émotion, je dirais qu'il n'avait pas raison. Mais après avoir observé la réalité, après avoir suffisamment réfléchi sur l'avenir de notre société, je me suis rendu compte que nous, on a été pris dans un piège, fameuse élection. Vous savez que l'Afrique subsaharienne a été piégée sur trois choses. Il y a la religion, il y a le système politique qu'on appelle la démocratie occidentale, il a dit à l'occidental. Il y a aussi le système éducatif. L'Occident nous a dit utilisez notre démocratie et vous verrez les résultats. Les résultats que nous voyons, ce sont des querelles récurrentes, des bagarres continuelles, dépenses budgétivores, etc. On aurait pu véritablement affecter cet argent à bien des choses. Alors, la question de dire entre le développement et les élections, on choisit quoi? Chez les Chinois, ils sont 1,5 milliard de personnes, mais les gens qui participent véritablement aux élections, ce sont 192 000 personnes. Ça, c'est leur configuration, ça, c'est leur système de gouvernance. Est-ce que c'est la démocratie occidentale? Moi, je dis non. C'est comme ça que les Occidentaux disent qu'ils ont inventé leur propre modèle. Mais nous avons copié un modèle des autres, qui est ici de la vision gréco-romaine, ou de la vision romano-germanique, qui visiblement nous plonge dans une situation déjà précaire. Et ça, c'est important. Je ne voudrais vraiment pas prendre du temps pour définir les développements, parce qu'il y en a même ceux qui ont fait des thèses aujourd'hui pour montrer que le développement, tel que nous le disons, c'est dans une approche eurocentrique en fait. Développement, c'est-à-dire c'est comparer aux Occidentaux, s'ils sont avancés, et faire comme les Occidentaux. Or, c'est pas ça. On est en train de mettre en route ce qu'on appelle la théorie des deux vérités contraires. Ce que vous êtes, c'est pas ce que moi je dois être. Et vous ne pouvez pas dire que ce que vous êtes, moi je dois nécessairement être ce que vous êtes. Un homme comme Edgar Morin, que Jean-Marie connaît, un savant contemporain, un centenaire, vous dit qu'il n'y a pas de civilisation universelle. Mais l'Occident considère sa civilisation comme idéale. C'est faux. Donc, cette fameuse démocratie ne nous a pas amené à quoi que ce soit. Au contraire, nous aurions bien voulu le développement que des élections qui sont dans une sorte d'alternance et pas d'alternative. Et c'est pitoyable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais, quand vous posez la question de savoir, mais on fait comment? Certainement qu'on est dans une approche, dans un paradigme occidental. Et ce paradigme occidental est à rentabilité externe. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons est centré sur l'Occident. Si nous avons des potentialités chez nous, avec tous ces minéraux stratégiques, etc., on extrait et puis ça s'en va. L'Orient entre dans la danse. Et donc, nous, on reste comme des orphelins en train de regarder les choses. Ça, c'est évident. Il faut changer le paradigme.
Et changer le paradigme suppose qu'il faut construire une dynamique vers une approche afrocentrique. Cette approche afrocentrique doit mettre en route un système de valeurs. Et vous avez suivi Jean-Marie vous dire, mais avant qu'il ne soit là, nous n'avions pas une organisation, nous avions des empires, nous avions des royaumes. 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous étions une puissance scientifique. Nous étions très avancés en astronomie. Nous avons inventé les mathématiques. Les premiers intellectuels occidentaux sont venus apprendre en Afrique. Hippocrate, dont on parle aujourd'hui, père de la médecine moderne, il a étudié en Égypte antique. En Égypte antique, noir de charbon, chez Imhotep, qui est toujours resté savant inégalable. Pythagore, avec son théorème, c'est copié dans le papyrus. Mais ils ont reçu l'enseignement de Yameso. Donc, nous avons vécu une civilisation réelle. Certainement que chaque civilisation finit par s'amoindrir, ça c'est évident. Mais est-ce que c'est pour autant dire que nous devons continuer à copier l'Occident? Mais il vous a dit, la Chine, ce n'est pas l'Occident. L'Inde, ce n'est pas l'Occident. Israël. Bon, les Arabes aussi. Aujourd'hui, la querelle entre les fils d'Abraham, etc. Eh bien, écoute, ça se comprend. Vous voyez, donc, ils nous ont tout imposé. La religion imposée. On dit non, suivez notre religion. Oh, la religion porte la spiritualité. Et la spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Et donc, si nous n'avons pas notre autonomie, si nous n'arrivons pas à construire notre leadership, nous n'irons nulle part. Alors maintenant, la question de dire... La question de l'Est. De l'Est. Le pays... Les 7 pays, conclave que vous avez suivi, il y a ceux qui pensent qu'il y a trop de signatures, que le chef de l'État est en train d'engager les pays, mais apparemment, il met les RDC dans un piège. J'ai suivi également Fayoulou qui est allé dans ces sens-là. Bon, maintenant, il faut faire les choses avec moins d'émotion. Le Congo, c'est notre pays. Il est le plus convoité à cause de ses ressources, dont nous ne sommes pas bénéficiaires, parce que nous avons des potentialités, nous n'avons pas de possibilités, et que tout l'Occident, même l'Orient, entre dans la danse, tout le monde déverse de l'argent pour tirer tout ce que nous avons. Alors, ils s'organisent à monter des stratagèmes pour déstabiliser le Congo. Ils ont commencé avec la tuerie de Lumumba, la tuerie de Laurent Kabila, etc. Maintenant, la stratégie depuis 90, il est mieux placé que moi parce que je le suis dans les dessous des cartes, etc. C'est très clair qu'il y a une vision aujourd'hui très élaborée qui va dans le sens de saucissonner l'Afrique. Nous étions une confédération des royautés, nous étions uniques, nous avions notre propre civilisation, on nous a saucissonné, on est à 54 États. L'idée, c'était que chacun ait sa boutique. Mais il y a des États qui sont réputés un peu plus vastes, qui sont des sous-continents. Et certains États sont dans les visères. Si je prends Tchèque Tidjana Gabio, qui a été l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Abdoulaye Wade, et qui a son cabinet de consultants aux États-Unis aujourd'hui, des études très approfondies ont démontré que le Congo est aussi dans les visères. Contrairement à ce que c'est dit, qu'un seul pays, on va faire une balkanisation seulement à l'Est, on est dans un schéma graduel. Il en faut 5 États. Le Mali, parce que ce sont des pays qui sont potentiellement riches, avec l'air étendu, il en faut 3 États. Il faut construire aussi une dynamique vers la séparation des Casamance et de le reste du Sénégal, etc. Le Nigeria, on en a tenté, vous savez, la guerre de Biafra, etc. Qui ont organisé tout cela. Toutes les multinationales qui, aujourd'hui, règnent à travers le monde, sont dans une perspective de s'aimer la zizanie, de construire une dynamique de déstabilisation. Alors maintenant, le président dit, si je n'arrive pas, n'est-ce pas, à terminer la paix, c'est que j'ai échoué. C'est une volonté très volontariste de résoudre un problème. Mais ce n'est pas pour autant dire que ce problème est si facile. Parce que dans ce package, et je termine, il y a une convergence d'intérêts. Il y a les intérêts, n'est-ce pas, de ces multinationales qui sont véritablement accompagnées par leurs États. Il y a la sous-région, qui sont nos voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie.
Rares sont les pays qui changent d'adresse. Et vous avez aussi des relais volontaires à l'intérieur de la République. Et cette convergence d'intérêts nécessite naturellement qu'on puisse avoir un package en termes d'actions qu'il faut mener en direction de ces différentes composantes. Et ça, le chef de l'État, comme l'ancien chef de l'État, ça c'est évident, il a opté sur 3 axes. Axe politique, axe diplomatique, axe militaire. Ça continue. Mais s'il faut davantage évaluer la performance des dispositifs qui ont été mis en place, on se dit, il faut peut-être aller un peu plus loin, en cherchant naturellement une sorte de mutualisation des efforts à l'intérieur de la région. On peut bien le faire. Mais est-ce que c'est pour autant dire qu'on doit réduire la force nationale qui puisse et qui a reçu mission de pouvoir maintenir la paix? Ça, il faut continuer à monter d'autres stratégies additionnelles, mais il faut travailler de telle sorte que nos militaires soient suffisamment efficaces, soient dotés de matériel de guerre nécessaires pour que, même lorsque on ajoute d'autres dispositifs, qu'on trouve un fondement. Merci, M. Et Norbert. Ça serait juste un griffage des efforts. Merci, M. Norbert Yamba. Je précise que vous êtes de l'UDPS, mais M. Jean-Marie et Kassamba, il y a ceux qui pensent que la diplomatie dont on parle, la diplomatie agissante de notre chef de l'État, la manière qu'il s'ouvre aux autres, nous expose. Est-ce vrai? Écoutez, je dois d'abord vous féliciter pour la hauteur de cette émission. Merci. Pourquoi? Parce que je redécouvre Norbert Yamba. Il sort de cette médiocrité de notre élite qui pense à très court terme, qui pense à pareil, qui pense parti politique, qui ne pense pas pays, qui ne pense pas continent. Il vient de vous faire en un clin d'œil, il vient de vous donner la cartographie de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde et naturellement l'Afrique. Il vous a parlé du Mali. En ce moment, le Mali devrait être déjà partitionné entre le nord et le sud. La France à la manette. Depuis le président ATT, Amadou Toumani Touré. Tous les présidents qui se sont succédés, il y avait une dynamique. Les Touaregs du Nord, enfin, les musulmans du Nord, et les Bantous, si vous voulez, les Noirs du Sud, devraient se séparer. Pourquoi? Parce que le Mali est très riche en pétrole, très riche en or. Et l'uranium aussi. L'uranium également. Et ça, on n'a jamais expliqué à la population qu'il y a toutes ces richesses au Mali. C'est pour ça que la France s'est cramponnée au Mali. La Russie est venue au Mali. La France est partie avec l'Union européenne et ceux qui étaient là-bas. La Côte d'Ivoire connaissait la même situation accessoirement, mais c'était un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. On s'est rabattu sur le Nigeria. Boko Haram. Le Biafra, il a cité, c'était bien avant. Boko Haram, c'est maintenant. Ça a été créé pour saucissonner le delta. Là où il y a beaucoup plus de pétrole et de poissons, au Nigeria. Et ça continue. Le troisième pays, c'est notre pays, la RDC. Grand, riche, qui regorge tout. Les démocrates américains, Bill Clinton en tête, ont installé depuis les années 90 le changement de paradigme. Mobutu devait partir, Museveni devait être en quelque sorte le petit gendarme de la sous-région, et Kagame qui était formé par les Américains, le service de renseignement, et militaire au Rwanda, en Ouganda, a été aux commandes jusqu'à aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda, ce sont les exécutants de ce qui se passe chez nous. Quand Félix Tshisekedi arrive, il avait déjà trouvé le bras armé des Rwandais ou de tous ces gens qui forment de petits groupes armés là-bas, un peu diminué. Je ne dis pas fini. Joseph Kabila ne pouvait pas tout finir parce qu'il avait en quelque sorte une pression à la fois internationale, mais surtout des miniers, etc. Donc ce n'était pas fini. Il aurait fallu continuer ce travail de consolidation des forces armées, comme fait la Russie aujourd'hui. Quand vous êtes fort, on a peur de vous, et les autres ne peuvent venir qu'en supplément, en sus, comme a dit Norbert Yamba, pour greffer sur votre puissance un peu de puissance supplémentaire. Ceux qui ont conseillé le président de la République de verser la dynamique
autrement dit, d'ouvrir le bras à tous ces intermédiaires. Aujourd'hui, nous vivons cela au Rwanda. Tous ceux qui sont venus comme les voilà là-bas, ils ne sont pas venus parce que c'est seulement le Rwanda, c'est parce que c'est le passage obligé de minerais. C'est eux qui entretiennent tous ces groupes armés pour puiser chez nous, alimenter leurs multinationales. Eh bien, les morts au Congo, plus de 10 millions, ce n'est pas leur affaire. Parce qu'ils ont besoin de ces matières premières pour leur industrie, pour leur économie au niveau international. Et donc, aujourd'hui, la RDC n'a pas besoin de groupes sous-régionaux. Parce que ces gens sont déjà là. Via la MONUSCO. Via la brigade d'intervention rapide. Via... ils sont déjà là. Si on va ouvrir, que d'autres viennent, ou si vous voulez qu'ils viennent cette fois-ci d'une manière officielle, on risque de consacrer ce qu'ils ont toujours voulu faire dans les trois pays. Qu'est-ce que ça veut dire? On partitionne des faits. On habille ça avec les minorités qui sont menacées comme le rwandophone, Banyamulenge, etc. L'habillage est facile à faire. Et on va dire que ces gens-là, ils sont d'abord dans une autonomie parce qu'ils ne se retrouvent pas à Kinshasa, c'est trop loin. Et nous aurons cette fois-là qu'à négocier comme en Érythrée. Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut faire? Consensus, unité nationale, en quelque sorte, s'ouvrir à ses propres frères qui ont le même destin commun. Dans les formats dialogue? Non, ce n'est pas les dialogues. Les dialogues voudraient dire on se retrouve pour partager les pouvoirs. Non, ce n'est pas ça du tout. Ok. Il faut consulter ceux qui ont fait la guerre ici. Joseph Kabila a fait la guerre ici. Jean-Pierre Bemba a fait la guerre ici. Les Moïse Katumbi, tous ces gens-là, ils sont dans une dynamique. Katumbi a un réseau relationnel à travers le monde, etc. Pour dire quoi? Mes frères et sœurs, comment faire pour que les intérêts de la RDC soient préservés? Vous avez des états-majors. Ce n'est pas donner vice-présidence à X, Y. Non, vous avez des états-majors. Certains sont dans les institutions. Quelles sont les options que nous pouvons lever pour sauver notre pays? Félix Tshisekedi l'a dit lui-même. Moi, je l'ai suivi à la déclaration. Si on est distrait avec des petites querelles internes, les autres vont surfer dessus. On va nous partitionner ces pays et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Autrement dit, pourquoi on ne refuse pas de facto l'arrivée de ces gens? On vous le dit de ces forces étrangères. De facto, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque état-major fait des déclarations. On refuse. Société civile, on refuse. Le gouvernement est l'émanation du peuple. Et donc, laissez-moi terminer. C'est très important ce que je vous dis. Une minute. Parce que le pays ne paye que lorsque vous êtes dans vos périmètres, si vous voulez bien, les frontières issues de la colonisation. Accueillir les rois des Belges ici est dans des conditions que tout le monde a vues. Pour quel résultat? Récupérer la dent de Lumumba dans les conditions qu'on a fait. On ouvre la question. On va parler. Vous. Dans quelles conditions? Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, comment faire pour renforcer Félix Tshisekedi dans la prise des décisions qui vont aller dans les centres des intérêts de notre pays. Il ne faut pas toujours faire des petits calculs. Et là, je pingle certains de ses collaborateurs. Ne consultez pas Kabila parce que on va dire que vous êtes faible, vous n'avez pas d'initiative. C'est lui qui l'avait bloqué. Oui. Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est minimaliste, nombriliste. Ce qui est plus important, c'est quelles sont les options que nous pouvons lever, y compris avec les médias, la société civile, pour que les partenaires de la RDC sentent qu'il y a une espèce de fronde nationale ou nationaliste contre toute velléité. Les Maliens, ça ne sortit comment? On allait consacrer la partition. C'est quand l'actuel président, là, il a dit, mais écoutez, ça fait 10 ans que vous êtes là, eh bien, rien ne change, on change de partenaire. En Angola, ici, Eduardo dos Santos a renvoyé la MONUSCO. Joseph Kabila était, et j'étais aux Nations Unies lorsqu'il faisait ses discours, demandait est-ce que la MONUSCO parte. Mais on a dit, on garde la MONUSCO, on garde tel. Conclusion, on a une armée affaiblie, on a une opinion
presque désintéressé et on risque de perdre notre pays. Merci. Je vous ai envoyé même l'audio de Bitakwira ce matin, vous l'avez suivi. Et il a raison, Bitakwira. Voilà, également, je vous ai aussi envoyé, M. Yamba l'audio de Bitakwira qui dit qu'il ne faut pas affaiblir la population parce que chaque armée qui veut gagner la guerre, si cette armée a l'appui de sa population, il ne faut pas chercher à affaiblir cette population. Alors, M. Norbert Yamba, ouvrons cette dernière thématique parce que si on n'en parle pas, la population risque de me faire la peau. L'Adon de Lumumba rentre au pays, il y a des gens qui se posent des questions. C'est vrai, c'est une diplomatie du chef de l'État. Apparemment, nous avons l'Adon de Lumumba. Mais qu'est-ce que la RDC gagne? On s'arrête comme ça avec la Belgique. Est-ce qu'il faut que la Belgique puisse nous dédommager? Qu'est-ce que cette don rapporte à la RDC? Merci beaucoup. Certainement que je suis cadre de l'IDPS, mais je suis aussi panafricaniste. Okay. Je crois aux valeurs africaines, je crois à la vision africaine, je crois à la restauration de l'Afrique. Mais je crois également aux ancêtres divinisés. Le problème Lumumba, c'est un problème réel. Chaque société a ses ancêtres. Ceux qui sont éliminés, ceux qui, visiblement, ont reçu mission de travailler pour l'intérêt général et mourir pour l'intérêt général. Ces gens-là sont des divinités. Chaque peuple dispose de ses divinités. Mais une divinité qui ne repose pas dans un endroit organisé, maison, compagnie, etc., cette divinité n'agit pas. Et Lumumba a beaucoup erré. Parce que je me rappelle bien à l'époque, mon père me disait toujours que Lumumba va revenir. Il va revenir. Tout le monde croyait que Lumumba n'est pas mort, etc. Mais au moins, aujourd'hui, on est au moins conscient qu'effectivement Lumumba a été tué. Et nous connaissons qui a tué Lumumba. Au moins l'histoire est recadrée. Mais il y a quand même les inquiétudes parce qu'il n'y a pas les tests ADN par rapport à cette dent. J'ai suivi l'enfant de Lumumba qui l'a dit, c'est la seule preuve que nous avons. Il ne faut pas même aller faire ces tests. Ça peut ne pas être la dent de Lumumba. Le plus essentiel, c'est que peu importe la dent, ça peut être la dent d'une personne autre. Mais au moins ils reconnaissent qu'ils étaient là où il a été tué. Okay. C'est très important et ça nous permet, nous, de payer notre dette à nos ancêtres. Parce que c'est un ancêtre divinisé. Voilà. Au moins là, il va trouver un endroit où il va se reposer. Cependant, le tueur est connu. Le tueur est connu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec un crime? Parce que je vois que ça se passe dans une bonne diplomatie. Moi, j'ai étudié en Belgique, mais je sais que je ne sais pas comment. Je sais pas. Bon, je vous ai vu, vous aussi, vous avez dansé à l'arrivée du roi Philippe, etc. Le prenant toujours comme. Il a la couleur de Dieu, ça c'est évident. Semble-t-il que bon, ils sont plus proches de Dieu et nous devons les respecter. Et même s'ils nous tuent. Et vous savez comment ils sont arrivés dans notre pays. Vous savez quels sont les crimes qu'ils ont commis dans ce pays, etc. Et on tue l'un d'entre nous qui avait la présomption de pouvoir booster le pays. Et ils affirment effectivement que voilà, le reste. Et bon, il semble que ça fait 10 ans que ce problème traîne en justice, etc. Et rien ne se fait. Tu vois ce que cela représente? Donc ce n'est pas une diplomatie gagnante? Moi je pense. C'est une diplomatie faible? Non, ce n'est pas un problème de diplomatie gagnante ou compagnie, etc. Au moins on a réussi à savoir les tueurs. Alors maintenant, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est que vous avez tué. Calculez le coût de déstabilisation de notre pays. Qu'est-ce que cela représente en termes de coût? Et donnez-nous ce que vous avez fait. C'est ça que ça veut dire. Si à un moment donné, des gens comme les Jean-Pierre Bemba ont été amenés à la CPI. À la CPI et compagnie, etc. Et alors maintenant, on tue Lumumba. Et même disent que c'est une personnalité historique, incontestable. Il coûte horriblement cher. Alors la Belgique doit assumer pleinement ses responsabilités. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait un procès. Un procès qui arrive véritablement à nous retracer la vraie histoire sur la mort de Lumumba.
Parce qu'il y a implication de plusieurs puissances d'argent à l'intérieur. Certainement que la Belgique a exécuté, n'est-ce pas, l'agenda, mais il y a d'autres puissances. C'est aujourd'hui plus que jamais. Et surtout profiter véritablement du paysage politique international aujourd'hui. Il y a des petites querelles. Et sortez ce que nous pouvons. Merci, merci. Mais M. Jean-Marie Kassamba, on vous suit souvent dans votre émission Dessous des cartes, mais c'est important de vous avoir sur ces plateaux la responsabilité des Occidentaux, oui, mais il y a aussi la responsabilité interne. Lumumba a été trahi par ses proches. Alors, on fait quoi? Écoutez, aux États-Unis, lorsque quelqu'un plaide coupable, cela ne l'absout pas de la faute et de ce qu'il a fait. Eh bien, il y a la sanction quant à ce. Pour la première fois, nous avons maintenant celui qui a tué, celui qui a gardé la preuve de l'assassinat, et il l'a dit lui-même. Lumumba a été tué, c'est notre policier qui gardait ce qu'on appelle la preuve matérielle de cet assassinat. Nous le faisons chez nous, dans notre palais, où s'est déroulée d'ailleurs la table ronde de 1960. Nous exposons ces corps, ou le reste de ces corps, dans notre grande place, et c'est notre gouvernement qui présente le regret, l'autre dit que ce n'est pas normal, etc. Les matériaux sont là. Pour faire quoi? Pour que la Belgique et tout, Belgique et consort, c'est comme ça qu'on dit en droit, paye pour une fois, pas pour une fois, une partie de cette spoliation culturelle, économique, enfin, crime contre l'humanité, c'est le terme, dans notre pays. Tout ce que vous êtes en train de voir en image, avec notre Premier ministre qui est parti là-bas, n'absout en rien le crime complété par ce que la Belgique démontre au grand jour maintenant, avec image de Lumumba sur le grand place, dans ce palais que je connais, parce que je suis allé, c'est palais d'Egmont, à Bruxelles. Lumumba n'appartient pas à la famille Lumumba, biologique. La famille biologique peut récupérer la dent, faire son deuil, etc. Mais Lumumba, c'est notre patrimoine, monsieur. C'est l'histoire, une idéologie. J'ai dit, c'est notre patrimoine, non seulement congolais, mais patrimoine mondial. Africain, on n'a pas besoin de l'autorisation de la famille de Lumumba pour s'occuper du préjudice connu que nous avons commis, grâce ou à cause de cet assassinat. Mais quand il y a un discours du chef de l'État qui dit il ne faut pas ressasser les passés. Le président de la République gère le pays. Les jours à venir. Monsieur, le président de la République gère le pays pendant son mandat. La mémoire nationale, le patrimoine national va au-delà du président de la République, qui est un citoyen. Qui est un citoyen. Et donc, il faut s'attendre, si ce n'est pas notre génération, la génération qui va arriver, avec maintenant tous les matériaux qu'il y a, pour que la Belgique et consorts puissent... Vous savez, les contentieux belgo-congolais, économiques, on n'a même pas encore ouvert un petit chapitre. Est-ce que vous savez, les crimes commis par Léopold II et compagnie, on n'a jamais reçu un seul sou. Est-ce que vous savez, les œuvres d'art exposées à Tervuren, qui ont rapporté pendant plus de 100 ans, parce qu'on avait commencé à voler ces histoires depuis longtemps. Mais tout cet argent qu'ils ont engrangé grâce à nos œuvres d'art, ça a donné à qui? Mais le roi nous a amené le masque couche. Et l'insulte de l'affaire, c'est qu'il a dit je vais vous le prêter à durée indéterminée. C'est qu'on n'est même pas. Dans ce voyage ici, il aurait fallu que le Premier ministre amène des historiens, des financiers, des juristes, pour que parallèlement à la petite cérémonie ici, qu'on leur dépose des vrais dossiers, dire voilà, il nous reste 1, 2, 3, 4. Réfléchissez-en. J'ai conclu. C'est votre mot de la fin, Gagne. Pourquoi on n'a pas amené la presse indépendante?
Pourquoi on n'a pas fait des émissions d'histoire? Pourquoi on n'a pas fait des émissions économiques? Vous savez, l'Allemagne continue à payer jusqu'à aujourd'hui aux Juifs et à l'Europe. Haïti continue à payer. On est en train de faire payer la Russie aujourd'hui, alors que ce qui est en train de se faire, c'est une guerre de positionnement. La Belgique nous doit, et nous doit beaucoup. Donc c'est une diplomatie de façade, il n'y a pas de, de contenu à l'intérieur. S'il y a des gens qui sont sublimés par des visas, sublimés par des petites promesses, on les tape dans le dos, mon ami, etc., ce n'est pas notre affaire. L'affaire du Congolais est que notre pays a subi un préjudice. La Belgique préside, ou si vous voulez, l'OTAN est en Belgique, l'Union européenne est en Belgique. Est-ce que vous avez vu un seul communiqué condamnant directement, explicitement le Rwanda pour cette agression ultime dans notre pays? Dire que l'intégrité et la souveraineté du Congo doivent être respectées, ça se remplit d'éducation de principe. Merci. C'est que l'on veut et qu'il y ait des relations équitables et de vérité. Merci. C'est également votre mot de la fin, M. Norbert Mbemba. Vraiment, on est déjà à la fin. 1 minute, on conclut. On retient quoi? Regardez la caméra. Non, je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement pour nous avoir donné cette opportunité et saluer encore une fois Jean-Marie Kassamba qui n'a ménagé aucun effort pour faire des réflexions pertinentes pour que le pays puisse avancer. Il faudrait que chacun de nous soit modéré. On a trop attendu. On est un peu trop dans les divertissements. Il faut arrêter avec l'euphorie de jouissance. Il faut tenir la torche pour éclairer l'avenir. Seule la réflexion, la connaissance va permettre naturellement de changer la chose. Je salue les efforts qui ont été faits, certainement par le président de la République, pour faire revenir le reste, la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Je sais que lorsqu'il trouvera sa résidence, on peut l'évoquer. Je suis panafricaniste et je crois fondamentalement à ça. Mais je dis que les choses ne doivent pas s'arrêter là. Il va falloir que la Belgique nous paie le coût de déstabilisation. Je ne vais pas parler de ce que disait tout à l'heure Jean-Marie Kassamba autour du contentieux belgo-congolais il y a tout un montant, même plus de 4 milliards de dollars, n'est-ce pas, aujourd'hui, à suspense, etc. Il faut réactiver ces genres de dossiers. Je voudrais également dire que je salue ce que le roi a dit, mais je voudrais quand même qu'on sorte de l'hypocrisie pour qu'on puisse véritablement faire un New Deal. Le New Deal pose la problématique de changer de paradigme. Le paradigme qui a été mis en place dans le cadre de nos relations, c'est un paradigme fondamentalement hérocentrique à rentabilité externe. On prend tout chez nous, on les amène chez eux à bride, on crée des richesses, on crée des emplois, ils développent leur pays. Il faut arrêter ça. Merci. Et si effectivement ils sont sincères avec nous, certainement qu'il y a plusieurs entreprises multinationales qui sont opérationnelles au Congo, et la Belgique, qui est le centre de l'Union européenne, doit aider à ce que l'on puisse commencer déjà à exploiter ici, à transformer ici, à commercialiser ici. À ce moment-là, on va aussi trouver du travail pour nos jeunes gens. Merci, monsieur Norbert. On va comprendre véritablement qu'on n'est plus dans le système d'hypocrisie. Parce qu'ils sont conscients que quand le noir, le nègre sourit, il faut lui dire des petits mots, il va sourire, il va tout oublier. C'est comme ça qu'il parlait des fois à Lingala pour dire que tout le monde applaudissait, s'imaginant que voilà le père. Merci, monsieur Norbert. Yamba, je précise, vous êtes panafricaniste au cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. De l'autre côté, notre président Jean-Marie Kassamba, et il est DG de l'espace Atelier 50, une télévision qui a amené le nouveau vent en République démocratique du Congo. Nous tous, on est derrière notre président pour que nous puissions faire du bon boulot. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris que la première thématique, c'était sur
notre Cour constitutionnelle, est-ce l'actuel président peut garantir à la classe politique en général qu'il y aura les élections apaisées en 2023? Et puis, la deuxième thématique, on a parlé de ces conclaves à la rencontre de Nairobi. Est-ce la RDC s'est laissée piéger ou comment? Et la troisième thématique, on a parlé du reste de notre héros, Patrice Emery Lumumba. Restez fidèles, suivez la rediffusion à 22h chaque jour, direct à 11h, rediffusion 22h. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.